Mesdames, Messieurs en salle, Mesdames, Messieurs en ligne, bienvenue à cette dernière soirée de la justice du cycle 2025-2026. Mon nom est Nicolas Vermez, je suis directeur du Centre de recherche en droit public et il me fait plaisir donc de vous accueillir à cette présentation intitulée Âge des personnes et accès au numérique, variations sur les vulnérabilités liées aux âges de la vie. Et donc, pour cette dernière conférence, nous avons le plaisir et le privilège d'accueillir le professeur Frédéric Laurie. Frédéric est maître de conférence de droit public à Aix-Marseille Université, où il est également vice-président du département de droit public et de sciences politiques. Ses recherches et ses enseignements concernent principalement le droit des réseaux de communication électronique et surtout le droit des données et de l'intelligence artificielle. Il a aussi exercé comme avocat pendant une quinzaine d'années. Donc, on voit son humilité dans la description, dans le texte de description qu'il nous a transmis, parce que je pourrais vous dire beaucoup plus sur son CV, mais je crois que de toute façon, vous préférez entendre l'homme que plutôt que d'entendre parler de l'homme. Et donc, sans plus tarder, je vais lui céder la parole en le remerciant une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Et le podium est à toi. Merci Nicolas, merci tout d'abord les remerciements d'usage, mais ils sont sincères et amicaux pour ton invitation à venir participer à cette conférence, à faire cette conférence. Remerciements aussi à toute l'équipe du Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal qui a organisé mon émigration temporaire vers le Québec et vers le Canada, et particulièrement Monsieur Lafleur et Madame Lorena pour l'organisation scientifique et matérielle de cette conférence. Alors, tu as rappelé les objets de mes recherches à l'instant. Donc, il y a aussi donc l'objet du jour qui justifie ma présence. Le sujet de la présente conférence s'inscrit dans le cadre d'un projet d'habilitation à diriger les recherches que je suis en train de préparer actuellement sur le droit d'accès au numérique, qui devrait être rendu dans quelques semaines. Et donc, c'est tout naturellement que ce sujet trouve véritablement sa place dans mes objets d'études, bien évidemment aussi. Alors ce sujet, j'ai vu aussi qu'il s'inscrivait dans le cadre des travaux du Centre de recherche en droit public, suite à un colloque organisé en 2020 sur les vulnérabilités et l'appréhension des défis du numérique, organisé par le droit, donc qui a été organisé ici, et dont les actes ont été publiés dans la revue Lex électronique. Alors le point de départ de mes réflexions est commun, je dois le dire, aux jeunes chercheurs qui avaient justement organisé cette conférence, à savoir que les avancées dans le domaine des nouvelles technologies, et je vais enfoncer une porte ouverte peut-être, mais c'est peut-être bien de commencer par des choses qui sont relativement simples. Les avancées dans le domaine des nouvelles technologies tendent à accentuer les vulnérabilités et à en créer de nouvelles. Et ceci est accru par le changement technologique donc qu'implique la société du tout numérique. Changement technologique et société du tout numérique, le changement de technologie vers le numérique que nous avons connu progressivement depuis une vingtaine d'années, enfin progressivement et aujourd'hui, j'allais dire un basculement total, a changé d'évidence nos sociétés. Le numérique a remplacé le papier, l'analogique et l'humain aussi par l'automatisation des méthodes. Et on voit bien sûr tous les jours les avantages du numérique, les avantages de la numérisation dans l'information, dans l'éducation, dans les services. Mais vous l'avez compris au regard du sujet que je vais traiter, le but aujourd'hui n'est pas de louer les avantages du numérique, mais au contraire d'en voir certaines limites qui nous concernent tout un chacun, puisque les âges de la vie, eh bien fort heureusement, nous sommes destinés à les rencontrer, nous en avons rencontré déjà, euh, et nous en rencontrerons d'autres, et c'est à souhaiter évidemment. Donc, ce changement dans la vie a une forme de radicalité aussi, la radicalité du changement technologique et vulnérabilité, parce que le risque finalement du basculement vers le numérique, c'est de laisser de côté des populations pour lesquelles le numérique compromet la vie sociale, le quotidien, et ce changement présente vraiment une fracturalité, une radicalité qui fracture les populations d'individus. De sorte qu'il y a des populations qui sont vulnérables par elles-mêmes, et il y a des populations qui deviennent vulnérables par le défaut d'usage, par le mésusage,
des nouvelles technologies, du numérique et et différents services qui y sont associés. Alors cette notion de vulnérabilité, qu'est-ce qu'elle signifie? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle, je l'envisage sous le prisme du droit français ou du droit de l'Union européenne. La notion de vulnérabilité n'est pas par elle-même définie. Le doyen Roux-Desmarres, qui a écrit, qui est doyen de la faculté de droit de Brest, a écrit à plusieurs reprises sur la vulnérabilité. Et il constate effectivement que, au-delà des dictionnaires de l'Académie française, qui est pour le coup très peu insignifiant pour ce qui nous concerne, car l'Académie française considère que la vulnérabilité, c'est le caractère de ce qui est vulnérable. On n'est pas beaucoup aidé, bien sûr, par les travaux du quai Conti, mais bon. Et donc, le doyen Oudémar propose la définition suivante, qui peut être blessé, qui signifie figurément, qui peut être attaqué, qui offre prise. Alors, à sa suite, je dirais qu'il y a de nombreuses interrogations sur la notion de vulnérabilité qu'on peut finalement tenter de pouvoir définir comme plus largement comme étant lié à des fragilités. Fragilité morale, fragilité matérielle, fragilité individuelle, fragilité sociale, auxquelles une personne, une chose, un bien se trouve exposé. Mais la définition n'est pas suffisante. Le juriste du numérique sait que la fragilité dépasse le cadre de la personne physique, il y a vulnérabilité aussi des systèmes d'information, des softwares, des hardware, vulnérabilité des logiciels, par exemple. Et donc, le champ de la vulnérabilité dans le numérique trouve des portes de sortie qui vont dépasser le cadre des âges de la vie et de la personne. Et c'est sur la personne véritablement qu'on va se recentrer pour apprécier la vulnérabilité au regard des inégalités qu'elle crée face aux services et face aux possibilités qu'offre le numérique. Dans ces conditions, les personnes vulnérables, ce sont celles qui, dans une situation pathologique ou hors norme, ne sont pas en mesure d'exercer leurs droits et libertés dans les espaces numériques. Finalement, la vulnérabilité, si l'on prend un peu, si on fait un pas de côté et qu'on recule, elle est liée à quoi? Elle est liée à la personnalité, elle est liée vraiment à ce qui nous caractérise les uns et les autres, avec une difficulté, c'est que les situations, et je vais y revenir, les contextes de vulnérabilité sont particulièrement différents, particulièrement divers, particulièrement hétéroclites. Il y a des vulnérabilités qui sont temporaires, il y en a qui ne sont que passagères. La détention, la minorité, par exemple. Je ne vois ici que nous n'avons pas de mineurs, et donc, par conséquent, nous sommes bien passés par une situation vulnérable tous. Et donc, par conséquent, et c'est sans doute le cas des personnes qui sont en train de nous regarder à distance, donc la vulnérabilité, elle est aussi temporaire, elle peut être plus définitive, le handicap, et bien sûr, l'âge et la vieillesse. Donc, par conséquent, on voit que l'âge, justement, joue un rôle comme déterminant parmi les vulnérabilités. Alors la vulnérabilité, quand on regarde le droit, et notamment symptomatiquement le droit français, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord que les institutions, notamment les institutions judiciaires, s'y sont intéressées que très tardivement. Il y a un rapport, le rapport annuel de la Cour de cassation de 2019 seulement, est le premier à s'être intéressé à la vulnérabilité, un rapport qui s'intitule de ce point de vue les personnes vulnérables dans la jurisprudence de la Cour de cassation. N'y voyez pas, n'y cherchez pas les aspects de vulnérabilité numérique, il n'y en a pas. Donc, somme toute, laisserait à croire que la Cour de cassation ne traiterait pas la question, et même, je le précise, puisque le rapport envisage les différentes jurisprudences, les jurisprudences de chaque chambre de la Cour de cassation, même quand on voit la partie du rapport liée à la chambre criminelle, on pourrait s'attendre là, pour le coup, à justement la poursuite et la répression des infractions qui mettraient en cause la vulnérabilité des personnes, des victimes, éventuellement sur le plan civil ensuite. Eh bien, pas un mot. Pas un mot sur ce qui relève du champ des vulnérabilités numériques. Alors, quelle est la réponse du droit? Je le disais, la vulnérabilité en droit français, on peut avoir d'abord une approche quantitative. Une approche quantitative qui est d'ailleurs pas très satisfaisante non plus. J'élimine tout ce qui n'est pas satisfaisant d'abord. Pourquoi? Parce qu'il y a des textes, non des moindres,
qui traite de situations de vulnérabilité, et je pense au préambule de la Constitution du 27 septembre 1946, qui fait partie du bloc de constitutionnalité actuellement en droit français. Mais le préambule de la Constitution de 1946 annonce bien que la nation garantit à tous, à l'enfant, à la mère, au vieux travailleur, la protection de la santé, de la sécurité matérielle, le repos et le loisir. Elle parle de fait que chaque être humain a, en raison de son âge, de son état physique et mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler et a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Je passe vite, car en réalité, la disposition envisage des vulnérabilités sans les citer. Et ce symptôme de parler de la vulnérabilité sans jamais l'évoquer, c'est un symptôme qui se répète dans de nombreux textes. Alors il y a quand même néanmoins des textes qui évoquent, pour le coup, la vulnérabilité, et de plus en plus, quand on voit les travaux des chercheurs, les travaux successifs des chercheurs depuis une dizaine d'années, dans lesquels, dans une approche quantitative, le terme vulnérabilité est recherché, qu'est-ce qu'on voit? On voit un accroissement de petites saillies de vulnérabilité dans des codes différents. Aujourd'hui, dans 23 codes, d'après Légifrance, 23 codes évoquent le mot vulnérabilité ou les mots de la même famille ayant le même radical autour du caractère vulnérable des personnes. Alors, ceci étant, le miroir grossissant fait apparaître que la vulnérabilité n'est pas toujours celle des personnes. Il y a la vulnérabilité des choses, des biens, des activités, les espaces naturels vulnérables, les logiciels, les systèmes d'information auxquels je faisais référence il y a un instant, les installations portuaires, aéroportuaires, etc. Donc il y a effectivement de la vulnérabilité, on y revient, sans les personnes. Mais il y a aussi de la vulnérabilité des personnes, et là on trouve des réponses assez éparses qui sont plutôt liées finalement au code pénal, aux victimes d'infractions pénales. Et là, la vulnérabilité concerne la protection pénale de la minorité, de l'état de grossesse, de la personne malade, de la personne infirme ou ayant une déficience physique ou mentale, le demandeur d'asile, en dehors du droit pénal évidemment, mais aussi, bien qu'on soit plus tout à fait, on soit entre les deux, la question de la vulnérabilité des personnes détenues, qui est un nouveau champ de la vulnérabilité en droit français. Tout ça pour dire que nous ne sommes pas éloignés du sujet. La vulnérabilité liée à l'âge n'apparaît nulle part. Elle n'apparaît nulle part, elle n'est pas explicitement envisagée dans le droit positif. Or, il y a bien un fait, et le droit n'est jamais que finalement le reflet de la société, l'âge fait incontestablement apparaître une vulnérabilité. L'âge apparaît finalement comme la première cause de vulnérabilité, car elle est liée à l'état des personnes. Mais c'est une vulnérabilité qui présente des contingences, des relativités, justement en fonction de l'avancée dans l'âge. Et si l'on fait le chemin de la vie, on va commencer évidemment par l'enfant, par le mineur. Celui-ci, le mineur, est à l'évidence identifié comme une personne vulnérable par nature. L'enfant, l'adolescent sont perçus comme ayant un manque de maturité, comme ayant un manque d'autonomie et juridiquement étant incapables. Eh bien, pour eux, bien évidemment, l'accès au numérique requiera une forme de tutelle, alors sous des formes dont on va voir qu'elles sont loin évidemment des tutelles familiales, hein, au sens de celles qui se reposent sur les majorités, sur les majeurs. Pour l'âge adulte, qui commence à 18 ans, en tout cas pour la majorité civile en France, est-ce bien l'âge adulte? C'est une vraie question. L'âge adulte, en revanche, lui, ne connaîtrait pas de vulnérabilité, a priori, par l'âge. Donc, à 18 ans et 0 jour, eh bien, on n'est plus vulnérable en droit, puisqu'on est majeur, après tout. Et donc, il n'y a pas de protection, de dispositif particulier, évidemment, sans les vulnérabilités accessoires dont je parlerai dans un instant. Finalement aussi, l'âge adulte, il est définitif. Or, on le sait bien, l'avancée dans l'âge, l'avancée et l'entrée dans le grand âge aussi, aboutissent à des situations de résurgence de vulnérabilité. Et ces résurgences de vulnérabilité n'apparaissent dans aucun statut. Alors, de temps en temps, les politiques évoquent le statut du senior, mais finalement, en tout cas en France, ce statut n'existe pas. On a bien sûr des aides qui viennent pallier les limites
de la vulnérabilité. On pense à tout ce qui est en matière santé, en matière d'aide sociale. Mais en ce qui concerne le domaine qui est le nôtre, on n'a manifestement strictement aucun élément qui caractérise la particularité des seniors. Alors, il y a un lien important entre l'âge et la vulnérabilité. Le cas de la protection des mineurs est assez éloquent. La vulnérabilité, bien évidemment, repose sur le souci de protéger les mineurs. Et rapporté au numérique, l'on voit émerger une vulnérabilité numérique qui est un peu différente de toutes les autres formes de vulnérabilité. Est-ce que ces constats, d'ailleurs, généraux peuvent être étendus à la question de la vulnérabilité numérique, qui n'est pas plus définie que la vulnérabilité en général? Je le disais à l'instant, le rapport de la Cour de cassation française n'a strictement fait aucun élément, aucune réflexion sur la vulnérabilité numérique. Alors je pense que c'est assez difficile à apprécier parce que la vulnérabilité numérique, elle est au centre peut-être de deux réponses qui sont un peu contradictoires. D'une part, la vulnérabilité en matière numérique, elle est un peu systémique. Elle est systémique. La vulnérabilité, cette vulnérabilité systémique fait apparaître une forme de neutralité en tant que telle de la vulnérabilité face à l'âge. Pourquoi? Parce que tout simplement, la vulnérabilité numérique, elle est liée à la technologie. Et la neutralité de la technologie apporte effectivement une neutralité par rapport au contexte dans lequel les services numériques sont eux-mêmes produits. Et on a une difficulté à apprécier en tant que telle cette vulnérabilité numérique. Elle est systémique. Finalement, le contexte est neutre de ce point de vue. Les personnes, quel que soit leur âge, ne sont pas, en tant que telles, je le disais, à l'abri de risques résultant de l'exposition de soi, de ses données personnelles, du piratage, de la cybercriminalité, du vol d'identité numérique, voire aussi de l'électronisme. Et d'autre part, évidemment, on peut tout à fait retourner l'allégation que je viens de vous proposer, puisque les risques systémiques de vulnérabilité numérique sont accrus par l'âge. Ils sont accrus par l'âge, et on va en voir évidemment, mais l'accès aux services numériques, évidemment, est rendu plus difficile pour les personnes âgées. Le contrôle de l'exposition de soi par les mineurs est évidemment le principal problème de la jeunesse. Alors, sur les réseaux sociaux, alors, je sais qu'on dit médias sociaux, et je trouve avec plus de pertinence d'ailleurs que l'expression réseaux sociaux, mais vous savez que l'expression réseaux sociaux est rentrée dans la loi française, et donc on est obligé de faire avec, mais si les parlementaires maîtrisaient la question, ça se saurait. Alors, là, ce système montre que, évidemment, l'âge et l'accès au numérique sont des questions qui sont essentielles. Et si on prend encore une fois un pas de recul, qu'est-ce qu'on voit? On voit que toutes nos générations sont aujourd'hui identifiées précisément par l'accès au numérique. Hein, on parle aujourd'hui même de portrait numérique des générations. Le numérique apparaît comme un facteur identitaire des différentes générations. La génération alpha, née avec le numérique, omniprésent, qui apprend aujourd'hui non plus avec un livre, mais avec un écran. Alors on en revient dans certains États, effectivement, récemment en Suède par exemple, qui utilise des jeux interactifs, qui utilise un écran tactile et qui se débrouille très bien depuis qu'elle est née pratiquement avec ce type de technologie. La génération Z, la Gen Z, la première génération 100% native digitale, qui utilise intensément, en tout cas en veut bien se préaltoire, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Snapchat, etc., qui a une préférence pour le contenu court, qui a une préférence aussi pour le visuel et qui a une sensibilité, et c'est heureux, à la protection des données et à la désinformation. La génération des millennials, qui, elle, a adopté les réseaux sociaux, qui utilise le numérique facilement avec le télétravail et qui consomme du streaming et qui est plus en avance que les précédentes, dont nous sommes tous ici présents, pratiquement tous ici présents issus, la génération X, qui a découvert l'Internet à l'âge adulte et qui a, peut-être devrais-je le dire, fait une thèse en lisant les index
à la main les index des revues, les index papier des revues pour trouver des publications, ce qui paraît vraiment totalement vintage aujourd'hui, hein, comme mode de recherche, la génération des baby boomers qui s'y est faite, hein, mais qui, effectivement, des boomers qui sont nés avant 1965 et qui apprend le numérique souvent par nécessité et qui est celle, justement, pour lequel les questions d'âge sont posées. Ce panorama complexe, finalement, montre qu'il y a bien des variations liées à l'âge de la vie et que chaque génération n'est pas exposée par le fait générationnel, hein, n'est pas exposée de la même manière aux mêmes chances et aux mêmes contraintes. Alors les domaines de la vulnérabilité numérique apparaissent extrêmement complexes à considérer. Le premier élément qui traduit la vulnérabilité numérique, quand on en parle, c'est l'électronisme. L'électronisme, alors je ne vais pas évidemment disserter sur ce qu'il s'agit, on sait que c'est l'état des personnes qui ne maîtrisent pas, hein, les compétences en matière numérique, alors soit en matière d'utilisation, plutôt vers ça qu'on place. Parfois on parle en matière de création, c'est déjà un niveau un peu plus élevé. L'électronisme, qui aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure dans une petite conversation privée, se transforme en électronisme algorithmique, hein, l'utilisation de l'intelligence artificielle, la capacité de comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle, de ne pas faire des IA conversationnelles, des utilisations de Google, en fin de compte, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. L'électronisme est quelque chose qui est un phénomène qui est extrêmement prégnant. On parle de 15% de la population de plus de 15 ans en situation d'électronisme, et plus d'une personne, âgée de 60 ans au moins sur 3 est en situation d'électronisme, et on passe même de 33% à 41% pour les personnes âgées de plus de 70 ans. L'électronisme est principalement lié à un non-usage d'Internet, et on voit les chiffres, hein, on voit bien qu'effectivement l'électronisme se polarise véritablement sur le non-usage d'Internet, alors qu'on a de plus en plus de besoins liés aux services numériques, plus que sur la question de l'absence de capacité numérique. L'électronisme, c'est aussi le fait il est difficile de pouvoir apprécier, de pouvoir mettre en œuvre certaines compétences numériques. L'électronisme, eh bien, effectivement, la population, on le voit, n'est pas à l'aise, et elle est moins à l'aise avec les outils numériques qu'elle est plus âgée. 60% des 74 ans ne sont pas à l'aise avec les outils numériques. 31% des personnes âgées de 60 ans ou plus renoncent aux démarches administratives en ligne. Alors, il y a un lien qui est lié au diplôme, parce qu'il y a des facteurs qui se croisent effectivement pour considérer l'électronisme. C'est souvent d'ailleurs pour ça qu'on a un électronisme chez les populations les plus jeunes. À ce moment-là, ce n'est pas le facteur de l'âge qui joue, c'est vraiment le facteur d'absence de maîtrise, de détention d'un diplôme. Donc on le voit bien, une forte prégnance de l'âge ici. Voilà. Une personne sur 3 manque de compétences numériques, et on le voit encore. Hein, tout ça, ce sont des chiffres donnés par l'INSEE, des chiffres de 2025 et 2026. Hein, certains sont, vous voyez, sont très récents, puisqu'ils ont 2 mois à peine. On le voit, l'électronisme, le niveau faible, le manque de compétences est beaucoup plus élevé sur le panel des 60-74 ans, le panel des plus 74 ans ne faisant pas l'objet des études, faute de nombre de personnes qui permettraient d'avoir des chiffres suffisamment importants. Donc, on voit effectivement, ces chiffres montrent véritablement l'importance du phénomène. Mais l'électronisme, ce n'est pas la seule vulnérabilité. Si on regarde les autres, alors oui, juste dernier point, pardon, le niveau général des compétences numériques, là encore, quand on regarde le niveau général des compétences numériques, alors c'est assez mauvais, j'en suis désolé, c'était meilleur sur l'infographie de l'INSEE, mais on voit que le niveau basique finalement est assez constant dans les différentes strates des âges. En revanche, ce sont bien effectivement les absences de connaissances qui sont beaucoup plus élevées dans la partie, on voit si on prend la colonne 60 à 74 ans, qui est la deuxième colonne en partant de droite, on voit bien que les parties jaunes et la partie rouge
sont celles dans lesquelles on a le moins de compétences numériques en fonction de l'âge. Bien. Donc, il existe néanmoins d'autres symptômes de la vulnérabilité dans la question des enjeux de protection de la vie privée. On va y revenir tout à l'heure. Dans la question aussi du consentement au contrat. Le consentement au contrat, la personne âgée, même vulnérable, elle a évidemment la capacité juridique de prendre les décisions qui la concernent et qui touchent sa personne. Mais la liberté de décision de la personne âgée vulnérable trouve des limites dans son aptitude à pouvoir exprimer un consentement libre et éclairé dans le cadre du contrat. L'usage de l'intelligence artificielle par les personnes âgées pose aussi un certain nombre de questions, puisque certes, l'IA est une vraie chance pour les personnes âgées. De nombreux usages sont actuellement en développement autour de l'amélioration de la qualité de vie, le maintien au domicile, la sécurité numérique, la détection des chutes. Donc on a effectivement un certain nombre de nouvelles applications qui sont certaines domotiques, mais qui permettent d'aller plus loin. Il y a la réduction aussi de l'isolement avec le développement d'outils conversationnels pour lutter contre la solitude, la gestion des médicaments. Donc il y a beaucoup de chances. Mais l'intelligence artificielle utilisée par les personnes âgées soulève aussi un certain nombre de questions, des difficultés liées à l'opération algorithmique elle-même, les difficultés d'adoption des technologies par les personnes âgées sont moins liées à leur capacité réelle qu'à l'existence, et il y a des études sur le sujet, à l'existence de stéréotypes persistants et des conceptions technologiques encore mal adaptées qui les infantilisent ou les excluent du processus d'innovation. Et ainsi, on a un certain nombre d'items, si je puis dire, qui montrent bien les difficultés que peuvent exister, comme la question de stéréotypes et de représentations négatives qui va jouer sur les choix en matière d'IA. L'impact de l'IA sur la perception de soi par la personne âgée, effectivement, elle aussi soulève des difficultés que l'IA pourrait être une forme de corruption de leur autonomie. Donc, ce sujet-là est assez prégnant, manifestement. L'IA aussi pose la question d'un discours technologique stéréotypé. Il apparaît, d'après un certain nombre d'études, que les seniors utilisent un langage dépassé et des catégorisations réductrices notamment lorsqu'ils usent des outils conversationnels. Et donc, en fait, l'algorithme ne serait pas fait pour eux. Et pas fait pour leur langage. Donc il y a des progrès à faire, il y a vraiment des champs de progrès à faire de ce point de vue, avec des conséquences qui sont le rejet de l'outil et finalement la perte d'autonomie. Alors, la complexité, on le voit, complexité de la considération juridique des vulnérabilités numériques par rapport à l'âge, car l'âge n'est qu'intrinsèquement cause de vulnérabilité. Il y a d'autres facteurs qui jouent de manière transversale pour renforcer des vulnérabilités numériques, on va en parler. On parle parfois d'ailleurs de vulnérabilité secondaire, de vulnérabilité accessoire, de vulnérabilité temporaire. Moi, je parle aussi d'alternatives, vulnérabilités alternatives. Les vulnérabilités numériques sont diverses. On voit, elles donnent lieu à aucun régime général. Plusieurs régimes de protection ou plusieurs régimes d'autorisation, des régimes de police, sont applicables pour prévenir ou sanctionner les excès ou les insuffisances, les conséquences des vulnérabilités numériques. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, l'âge adulte lui-même, en tant que tel, l'âge adulte n'expose aucune particularité. Il n'y a pas de régime juridique pour l'âge adulte. En tout cas, l'âge adulte qui n'entre pas encore dans ce que je qualifie le grand âge, alors avec une certaine recul. Hein. Le grand âge, c'est le moment où les vulnérabilités commencent à avoir un effet psychique ou physique. Hein. Ce n'est pas le grand âge au sens strictement générationnel. Hein. Je préfère prendre cette précaution oratoire préalablement. Alors, les problématiques ne sont pas les mêmes. Elles se tournent autour du grand âge, je le disais, et pour le grand âge, c'est la question de l'accessibilité numérique, hein, qui est vraiment la question centrale des vulnérabilités numériques. Alors que pour les minorités, c'est effectivement plutôt une question de protection. Alors sur la question de l'accessibilité numérique liée
au grand âge. De ce point de vue, l'accessibilité est quelque chose qui est envisagé dès le départ. Dès 1996, lorsque le Web Accessibility Initiative essaie de développer l'outil, démocratiser l'outil d'Internet, on parle effectivement déjà de la question de l'accessibilité, mais on le fait on le fait en évoquant l'âge, mais souvent, peut-être par pudeur, peut-être pas, l'âge est mis avec le handicap. Et comme si il y avait un lien avec l'un avec l'autre par rapport à l'outil numérique, chacun comprendra déjà la faiblesse néanmoins du raisonnement. Mais néanmoins, quand même, quand on regarde précisément la question du handicap, et on va le faire tout de suite, on va voir que il y a un certain nombre de points, qui sont communs. Des contraintes communes au handicap, les contraintes communes comme les questions de déficience qui peuvent arriver, les questions de troubles en tout genre, les questions de handicap aussi, elles sont communes parfois, montrent bien que l'inclusion numérique peut être un vecteur de résorption des vulnérabilités numériques liées à l'âge. En tout cas, c'est une question que l'on peut se poser. Est-ce qu'il y a une parenté des réponses, non pas des causes, une parenté des réponses donc dans la lutte contre les vulnérabilités numériques, entre d'un côté le handicap et de l'autre la question de la vieillesse. Alors, contrairement néanmoins à la question de la politique de la prise en compte de l'âge dans la résorption des vulnérabilités numériques, il y a une vraie politique d'inclusion numérique en faveur des personnes atteintes de handicap. En 2018, en France, on a mis en place une stratégie nationale pour un numérique inclusif. C'est le moment où on a un président de la République qui veut développer la Startup Nation. Donc, il s'agit à ce moment-là de se rendre compte qu'on ne l'avait jamais fait avant. Donc maintenant, ça y est, on va avoir une société numérique. Et ça passe aussi par l'inclusion numérique des personnes handicapées. Tout le monde, disait le président de la République alors, tout le monde doit y trouver les moyens de gagner en autonomie, d'avoir les capacités d'entreprendre et de choisir sa vie. Alors, si le résultat est encore loin d'être atteint, néanmoins, on voit quand même qu'il y a des progrès juridiques qui ont été faits concernant l'inclusion numérique des personnes handicapées. D'abord parce que elle aussi, mais comme tout le monde, a bénéficié du droit d'accès à l'accès au contenu numérique qui a été proclamé par le Conseil constitutionnel dans une décision de 2009, une décision majeure de ce point de vue, puisqu'elle a transformé l'accès au numérique en un droit fondamental. Mais surtout, le Code de l'action sociale et des familles a permis d'intégrer le bénéfice des droits fondamentaux, dont le droit au numérique, dans le champ des droits protégés pour les personnes handicapées. Donc le développement de l'accès au numérique, il s'est fait par le développement de l'accessibilité des sites Internet. On n'utilise d'ailleurs pas le terme accès, on utilise le terme accessibilité de ce point de vue. Quels sont les textes qui nous paraissent pertinents? D'abord, la directive du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites Internet et des applications mobiles du secteur public. Donc, en droit de l'Union européenne, on a un certain nombre d'éléments, surtout dans l'exposé des motifs, mais donne les traces de la politique, les signes de la politique de l'Union européenne, puisque il est dit que le droit des personnes handicapées et des personnes âgées, les deux ensemble, alors qu'on était censé traiter que des personnes handicapées dans le texte, à participer, à s'intégrer dans la vie sociale et culturelle de l'Union, est indissociable de la fourniture de services de médias audiovisuels accessibles. Plus loin, la même directive évoque les critères de l'accessibilité qui nous paraissent tout à fait transposables à la question des personnes âgées. La perceptibilité, c'est-à-dire que les informations et les composants des interfaces utilisateurs doivent être effectivement présentés d'une manière pour les utilisateurs afin qu'ils les perçoivent correctement. De la même manière, deuxième critère, deuxième principe, c'est l'opérabilité. Les composants des interfaces des navigateurs et la navigation elle-même doivent pouvoir être utilisés
Comment? Troisième principe, de manière compréhensible. De manière compréhensible, c'est-à-dire que les informations et l'utilisation, les interfaces utilisateurs doivent être compréhensibles par la personne âgée ou par la personne handicapée. Et puis le quatrième principe, quatrième et dernier principe, c'est la solidité. La solidité, le contenu doit être assez solide pour être interprété de manière fiable par une grande diversité d'utilisateurs, y compris donc en cas d'assistance. Donc cette directive, elle permet, alors un dispositif dont je vous ferai grâce, mais elle permet, moi, grâce à un schéma de disposition, de déclaration d'accessibilité, de s'assurer que les sites Internet puissent être aisément accessibles aux personnes âgées. Les sources nationales sont, voilà. Les sources nationales, pardon, elles sont aussi en France, elles vont un peu dans le même sens. On a une loi de 2005 sur l'accessibilité, l'égalité des droits et des chances, qui fait de l'accessibilité une exigence pour tous les services publics de l'État, des collectivités, des établissements publics. Et donc, il est bien évoqué que ces services doivent être largement accessibles à toutes les personnes qui en ont besoin ou qui ont des vulnérabilités. Et là, peu importe que ce soit les personnes handicapées ou l'âge, des vulnérabilités qui leur permettent d'accéder à ces services. Mais il y a des écueils, on y est. Et il y a des écueils de cette politique de transposition de la situation des personnes handicapées aux personnes âgées. D'abord, premier écueil, première série d'écueils, ce sont les échecs législatifs. Il y a des dispositifs qui permettent effectivement l'accessibilité, j'en ai évoqué rapidement il y a un instant, mais certains n'ont pas été appliqués, faute de mettre en œuvre les rares dispositions législatives qui ont été adoptées, et puis surtout, on ne fera pas, je ne ferai pas le compte des propositions de loi qui sont restées lettres mortes législature après législature, et on aime bien changer de législature en France depuis quelque temps. Et donc, ces propositions de loi, eh bien, elles ont été abandonnées alors qu'elles envisageaient justement de la lutte contre l'électronisme, la lutte contre l'inclusion numérique. Donc, des échecs, il y en a. On ajoutera aussi que les dispositions de ces propositions de loi qui visaient à appliquer aux personnes handicapées, aux personnes âgées, les règles envisagées pour les personnes handicapées ne paraissent pas toujours transposables. Cette assimilation entre les uns et les autres n'est pas toujours, n'est pas très bonne. En réalité, elle n'est pas parfaitement pertinente. Il y a aussi, non, c'est moi qui vais trop vite, il y a aussi parmi ces écueils, second écueil de cette politique de transposition, le défaut d'impulsion. Défaut d'impulsion par l'absence d'un encadrement administratif assez clair qui s'occupe des personnes âgées, qui s'occupe des personnes âgées et du numérique ensemble. Eh bien, quand on regarde l'architecture des ministériels et des directions ministérielles, on ne sait pas. On ne sait pas. On a, d'ailleurs, pour commencer, on a des fois un secrétariat d'État au numérique qui est des fois un ministère du numérique et parfois surtout qui est rattaché au ministère de l'économie. Donc les directions changent. Elles changent pratiquement à chaque occupant du ministère de l'économie, hein, du ministère de Bercy, comme on a coutume de le dire, alors qu'il est dans le portefeuille habituel du responsable ministériel, vous voyez, je prends mes gants sur l'appellation, du responsable ministériel chargé du numérique, qui veille aux droits et libertés fondamentaux dans le monde numérique, à l'éthique des technologies, à l'inclusion et à l'accessibilité numérique. Bon, pour être clair, quand le numérique est rattaché à Bercy, au ministère de l'économie, c'est un peu perdu. Hein. Et je pense que le fait que ce soit un peu perdu, qu'on n'ait pas une vraie application, un vrai progrès aujourd'hui de ce point de vue, c'est sans doute en raison de ce rattachement au ministère de l'économie. Donc c'est pas la priorité, il faut être clair. C'est pas la priorité et du coup, par le jeu, vous savez, le jeu ministériel, en France, c'est assez baroque. Hein, ce combat entre qui va avoir telle direction ministérielle en cas de changement de gouvernement, eh bien, ce combat a pour effet que les autres directions ne sont pas concernées. Je pense à la direction générale de la cohésion sociale, qui relève souvent du ministère des Affaires sociales, qui aurait été la direction ad hoc hein, pour ce faire. Eh bien, cette direction-là est dépourvue de toute compétence numérique parce que c'est à Bercy. Donc, on a finalement une administration qui est assez peu alerte
parce que c'est pas la bonne. Et donc il y a un manque d'impulsion, il y a peut-être aussi un manque de volonté. Donc du point de vue effectivement de l'accessibilité, on le voit, la question du handicap est je n'irai pas jusqu'à dire un modèle, mais en tout cas est un système qui est intéressant, mais peut mieux faire. Le second système sur lequel on peut vraiment mieux faire, c'est la question qui nous paraît assez loin, pourtant, a priori, des personnes étrangères sur le territoire. Pourquoi assez loin? Parce que, évidemment, on est en train de parler de l'âge et qu'est-ce que viennent faire les personnes étrangères? Oui, mais en 2009, le rapport de la Cour de cassation que j'évoquais il y a un instant classe, pour la première fois, les personnes étrangères sur le territoire comme des personnes vulnérables. Et donc, force est de constater qu'on peut tirer des leçons surtout de ce qu'il ne faut pas faire. Je vais vous le montrer. Parce que la question des personnes étrangères sur le territoire, c'est surtout la question de l'échec du basculement au tout numérique qui a conduit à l'extension des vulnérabilités numériques. Alors, il faut que je fasse un petit récapitulatif. Qu'est-ce qui se passe? Le ministère de l'Intérieur voulait pouvoir dématérialiser les procédures d'entrée et de séjour des étrangers hors Union européenne sur le territoire national, territoire français. Très bien. Et puis, pour des raisons sans doute financières et d'opportunité, quand arrive le Covid, et donc par conséquent plus personne ne sort de chez lui, le ministère de l'Intérieur, à titre expérimental, puis en début 2021 avec un décret du 24 mars 2021, décide tout de go de généraliser, parce que c'est bien finalement, hein, de généraliser le passage par une agence nationale, hein, et donc une agence nationale en ligne, et donc de basculer vers le tout numérique pour le traitement des titres de séjour et d'entrée et de séjour sur le territoire national des étrangers. Donc de manière exclusive, ça veut dire plus de guichets, plus personne. Alors c'est vrai que la situation d'avant était quand même pas terrible. Il suffit de passer à l'université, nous, la sous-préfecture d'Aix-en-Provence, qui est tout près de la faculté. On voyait ces demandeurs, demandeurs, primo, mais aussi demandeurs de renouvellement. Donc on parle de gens qui sont sur le territoire français depuis au moins 10 ans, qui ont une vie normale, familiale normale, qui travaillent, etc. On voyait la foule de ces personnes faire la queue et on se dit c'est pas digne d'un pays comme une grande démocratie quand même. C'est pas digne. Alors c'est sûr qu'on essayait de faire mieux avec ce système numérique. Non, on a fait mal. On a fait moins bien. Pourquoi? Parce que ça a été terminé. Ça a été terminé, plus de guichets, et la dématérialisation n'a pas fait disparaître, alors qu'elle pourrait, après tout, au sens propre comme au sens figuré, les difficultés. Elle a non seulement maintenu les précédentes, mais elle en a amplifié. Le modèle à ne pas faire. Puisque la liste des dysfonctionnements chroniques est longue, la plateforme s'est trouvée saturée, elle a buggé X fois, l'ergonomie de la plateforme la rendait difficile aussi à comprendre de surcroît pour des non-francophones. Et ça, c'est un élément intéressant parce que c'est tout à fait en rapport avec la question de l'accès à de la lecture d'une page web par une personne âgée. Alors évidemment, il s'agit pas, on ne parle pas de la langue elle-même, hein, mais on voit bien que la difficulté, si les mots utilisés ne sont pas compréhensibles, eh bien forcément, on ne peut pas accéder au service, et on ne peut pas l'utiliser. Donc on a cette difficulté-là. Des difficultés aussi, je reviens aux étrangers en 2001, liées au suivi de dossiers. Avant, il y avait une sorte de récépissé qui était donné lors d'une première visite à la préfecture ou sous-préfecture, et ce récépissé donnait en fin de compte, à titre provisoire, le droit de rester sur le territoire en attendant que le dossier soit finalement traité. Ben, le récépissé n'est plus rendu parce que c'est tout numérique. Donc il n'y a plus de récépissé, donc les gens se sont retrouvés en situation irrégulière. Et je disais, y compris des gens en renouvellement de demande de titre de séjour. Des gens qui étaient là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, hein, et qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans papier. Et donc irréguliers sur le territoire national, avec certains, évidemment, des OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui leur ont été notifiées, alors que, parce que ce n'est pas le même service que le service qui s'occupe des demandes de traitement des titres de séjour. Donc on a une situation qui était ubuesque, voire kafkaïenne. Je m'arrêterai sur cette situation parce que j'en ai d'autres encore si je voulais aller un peu plus loin. Alors qu'est-ce qu'on tire de cela? On tire de cela que le tout numérique, ce n'est pas forcément une solution. C'est pas forcément une solution, et c'est pas forcément une solution pour les gens qui sont vulnérables. Et c'est la leçon qui me semble être importante de retenir. La, la récréation, si je puis dire, s'il ne s'agit pas de la vie des gens, a été sifflée par le Conseil d'État. Le Conseil d'État, dans un arrêt de 2022, a expliqué à l'administration qu'elle ne pouvait pas passer à
à du 100% numérique, hein, euh, que du 100% numérique, si elle devait choisir de le faire, ben, en réalité, ce serait un 100% plus aussi un pourcentage d'accueil physique. Et donc, ce serait un service rendu à 110, 120, 130%. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur que du tout numérique, on est sur du tout numérique, mais aussi la possibilité de faire marche arrière et de revenir vers quelqu'un, tout simplement, vers une personne humaine, vers qui parler, vers qui s'exprimer et vers qui peut-être pouvoir convaincre de son bon droit. Le Conseil d'État dit même que si la loi prévoit le droit de saisine électronique, et ça fait, en France, ça fait 10 ans, en fait, on fêtera cette année le 10 ans de la loi sur la République numérique, même si ça fait 10 ans que ça existe, eh bien ce droit de saisine électronique peut toujours, à l'initiative de l'administré, peut toujours être suivi d'une procédure physique, hein. Et donc on a une sorte de droit de retour, en quelque sorte, qui peut être au contraire un basculement du physique vers le numérique, mais avec le droit de retour aussi qui peut aller avec, et parce que tout simplement, certaines procédures le permettent. Alors, au-delà de la question des droits étrangers qui n'est pas tout à fait réglée, hein, l'arrêt du Conseil d'État a 4 ans maintenant, la situation des traitements des titres de séjour est toujours très très en retard, parce qu'on a choisi tout simplement d'avoir mis moins de monde sur cette question. Mais ce que je tire, je l'ai déjà annoncé, c'est que les vulnérabilités le traitement des vulnérabilités n'est pas compatible avec le tout numérique. Et même quand on est très partisan au tout numérique, il faut bien constater que les vulnérabilités liées à l'âge, qui sont aussi symptomatiques, aussi particulières sur des générations qui ont besoin, mais on a tous un peu besoin des fois, hein, de rencontrer une âme humaine pour répondre à des besoins administratifs. Euh, on parle quand même de situation kafkaïenne ici, hein, l'administration. Donc, cette situation de pouvoir effectivement avoir une âme humaine, eh bien cette situation, elle est désormais imposée par le juge administratif. Euh, il n'y a pas que ces deux exemples qui montrent qu'une transposition de règles est possible vers les personnes vulnérables en raison de leur âge. Il y a d'autres raisons qui peuvent justifier de traiter les vulnérabilités. L'une de ces raisons, c'est la question du consentement. Les personnes âgées, en tout cas à un niveau de perte d'autonomie évidemment, hein, ont une difficulté à pouvoir consentir. Alors consentement d'un point de vue contractuel, mais aussi consentement en matière de traitement de leurs données personnelles, les protections civiles en cas de perte d'autonomie et de dépendance, s'articulent autour de deux outils. Premier outil qui est un outil judiciaire, un outil contractuel, et puis un second outil qui est un outil judiciaire. Il est plus logique de passer par l'outil contractuel. D'abord, le mandat de protection future, un mandat qui passe sous acte de cession privée ou par acte notarié. C'est un mandat qui permet néanmoins, qui ne fait pas perdre au mandant le droit d'agir, hein, c'est un contrat, une forme de délégation, ni plus ni moins en réalité, hein, tout simplement. Mais son efficience face aux vulnérabilités numériques me paraît quand même non pas nulle, mais très limitée, limitée seulement aux grandes décisions que pourrait prendre une personne âgée pour sa vie, éventuellement des décisions liées à la vente d'un bien pour financer pour une partie son hébergement en habitation, en résidence, en EHPAD. Donc, ça doit avoir un nom différent ici, mais c'est la même chose. Je vois que tout le monde connaît, donc ça va. Et donc, on a effectivement, ça peut être une possibilité, et pour s'assurer que les choses soient bien traitées ou que un bien, par exemple, serait loué, le bien dans lequel la personne vivait soit loué pour financer sa résidence à l'EHPAD. Donc, c'est pas grand-chose comme décision. C'est des décisions qui sont importantes pour la vie, mais du point de vue des questions numériques en général, on est à la limite de ce qui est possible. L'habilitation familiale par voie judiciaire, qui est la second instrument à la disposition civile des personnes, permet à un proche de représenter, d'assister ou de passer des actes pour les personnes. Alors là, évidemment, on passe par un juge parce que c'est dans l'hypothèse
où la personne âgée n'est plus en situation d'exprimer son consentement. Donc là, on n'est pas en train d'investir sur le futur, hein, avec un mandat qui pouvait être pris dans le cas du mandat de protection future, hein, peut être évoqué. Hein. Là, on est en train de parler effectivement de quelque chose une situation qui, maladie d'Alzheimer par exemple, est irréversible. Et donc, cette irréversibilité justifie qu'on puisse passer par un juge pour s'assurer des conditions dans lesquelles cette habilitation peut être faite. Même cause, même effet que pour le mandat de protection future. Pas certain que cette mode de protection par rapport aux vulnérabilités numériques soit d'une très grande efficience. Hein. Elles existent, pourquoi pas. Alors, dernier point, un peu plus particulier sur lequel effectivement il faut parler quand on parle du grand âge, c'est ce qui suit. La question des vulnérabilités post-mortem, la question de la mort numérique, et qui concerne en réalité les données personnelles de la personne défunte. Chaque jour, des personnes décèdent et leur compte sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux, on n'est pas en train de parler de la loi, sur les médias sociaux restent en déshérence. Jusqu'à quand? Eh bien, la question s'est posée quand les discussions sur l'élaboration du règlement général de protection des données, le RGPD en 2016, adopté en 2016, la question s'est posée, est-ce qu'on pourrait mettre des dispositions qui concerneraient la mort numérique? Les États membres ont souhaité que cette question reste une question nationale. Et la France a pris les devants de ce point de vue, puisque dans la loi que j'évoquais il y a un instant, la loi sur la République numérique, la loi du 7 octobre 2016, elle avait développé un statut de mort numérique. Il s'avère, c'est souvent le cas quand on prend de l'avance en France en matière numérique, il s'avère qu'on a choisi on a choisi des dispositions qui se sont avérées, pour une part d'entre elles, incompatibles avec le RGPD. C'est un peu ballot, c'est moins qu'on puisse dire, mais il y a d'autres exemples comme ça. Et quand on a eu la LCEN, il y a 20 ans, 25 ans, c'est pareil, on a adopté des dispositions en 99 qui n'étaient pas bonnes, je crois, il me semble me rappeler de dispositions qui étaient dues à la question de la responsabilité des acteurs de l'Internet. Donc, c'est arrivé à plusieurs reprises que les dispositions ne soient pas les bonnes. Et donc, la loi de 2016 a été modifiée. Elle a été modifiée par l'ordonnance qui a été ratifiée, qui a valeur législative désormais, du 12 décembre 2018, qui modifie la loi informatique et liberté de 1978. Alors, qu'est-ce que prévoit ce texte? Ce texte prévoit un système de directives générales et particulières laissées avant le décès par la personne. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit âgée d'ailleurs hein, pour qu'elle laisse de telles directives. Ces directives concernent, alors, si ce sont les directives générales concernent l'ensemble des données à caractère personnel. Si elles sont particulières, elles concernent évidemment des traitements spécifiques. Et donc, on en infère des effets qui ne sont pas les mêmes, ne serait-ce que parce que les données sont générales et particulières. C'est-à-dire que les directives générales, elles sont entre les mains d'un certificateur qui a été accrédité par la CNIL, qui va vérifier que tous les traitements respectent les dispositions voulues par la personne avant sa mort concernant ces données personnelles. Les directives particulières, en revanche, elles doivent être communiquées directement aux responsables de traitement afin qu'ils prennent les dispositions liées à ces directives au décès signalé. Une exigence qui s'impose et qui paraît quand même indispensable pour qu'elle puisse être mise en œuvre, ce qui n'est pas le cas des directives générales. Les directives générales, du fait de déclarations de décès, il est prévu que notamment le notaire informe le certificateur qu'elle sera prise. Alors ça peut prendre un certain nombre de temps, hein, néanmoins, après le décès, mais c'est quand même systématisé. Ce n'est pas le cas des directives particulières. Donc on a un régime qui permet effectivement donc à la personne de choisir sur l'effacement, la correction, la suppression, à quel délai, des comptes, des informations qui la concernent, et aussi choisir, parce que ça arrive parfois, si une personne, un héritier par exemple, est en situation de gérer le compte hein, et gérer la survie en quelque sorte numérique de la personne physiquement décédée. Le dispositif prévu par la loi informatique et liberté s'étend aussi à la question de l'absence de directive, parce qu'on voit bien que ce dispositif qui rappelle, je ne l'ai pas dit, mais qui rappelle ce qu'on connaît en droit de la santé, c'est la directive anticipée.
notamment. C'est vraiment assez proche hein, dans le mécanisme et dans le mécanisme. Oui. En l'absence de directive, eh bien, en l'absence de directive, il est prévu que ce sont les héritiers de la personne qui auront la faculté de pouvoir mettre en œuvre les droits, mais seulement de manière plus limitée. Sinon, on se demanderait à quoi serviraient les directives, si ce n'est évidemment à la personne de choisir post-mortem et pas laisser ses héritiers faire ce qu'ils veulent des données qui la concernent. Hein. Eh bien, les héritiers pourront effectivement exercer ces droits dans une mesure nécessaire, soit à l'organisation et au règlement de la succession du défunt, soit à la prise en compte par les responsables de traitement donc de son décès, avec la question de la clôture des comptes. Alors, sur ce point, j'ai évoqué l'ensemble des vulnérabilités, des aspects de vulnérabilité, enfin je crois en tout cas, liés donc au grand âge. Et on voit bien qu'on est plutôt dans un régime lié précisément à l'accessibilité, qui me semble être le maître mot du régime d'accompagnement de l'âge. En revanche, on est dans une logique qui n'est pas du tout la même avec la question de la protection de la vulnérabilité numérique liée à la minorité. La minorité n'exige pas une accessibilité, elle exige, en tout cas c'est l'esprit des textes qui en définit les régimes, exige une protection, voire une police. Tout simplement, on va voir dans quelle mesure cette police est mise en œuvre. Alors, elle est, j'allais dire, moins éclatée que ce que j'ai évoqué à l'instant. Elle a un domaine moins large en apparence, puisque les questions liées à la protection de la vulnérabilité numérique liée à la minorité se concentrent autour de celle des plateformes numériques. Des plateformes numériques, mais en réalité, tous les enjeux sont là. La vie privée, l'exposition de soi, l'image de soi, les données personnelles, l'accès aux plateformes numériques cristallisent finalement toutes les vulnérabilités du mineur autour du consentement hein, et autour effectivement de la privacy, hein, au sens le plus large qu'on veut bien lui donner, mais vous savez que euh, en Europe, en France en particulier, on a un peu de difficulté encore à saisir hein, le concept de la privacy qui vient pourtant du Canada à l'origine. Et donc, cette protection liée à la minorité, cette protection pose d'abord la question de ce que c'est que le mineur, parce que vous avez compris que j'étais pas très à l'aise pour évoquer la question de l'âge. Quand commencent effectivement les vulnérabilités liées à l'âge sans doute c'est la perte d'autonomie en particulier, ou les pertes d'autonomie. Mais les mineurs, alors qu'a priori on a un critère objectif, il est majeur ou il est mineur. Le jeune est mineur et majeur plutôt successivement, c'est dans le bon sens. On a un âge qui est un âge limite. Mais en réalité, c'est pas si simple que ça. D'abord, le mineur ne forme pas une catégorie qui est homogène même juridiquement. Quand on regarde les droits en matière de minorité, les droits numériques en matière de minorité, on voit plusieurs barres. 13, 15, 16 et 18 ans. Alors, c'est quoi la minorité? Est-ce qu'à plus de 13 ans, quand on peut s'émanciper de certains accords parentaux, on est majeur? La réponse est non. Mais on est moins mineur qu'avant 13 ans. Pareil pour les barres d'après. Il y a des minorités moins mineures ou plus majeures, en quelque sorte, ou pas encore majeures. Donc c'est déjà une difficulté. Et puis les mineurs émancipés. Les mineurs émancipés sont des majeurs. Donc ils sont bien des mineurs, mais émancipés. Et pourtant, on est bien d'accord. Je l'évoquais tout à l'heure, vous avez réagi quand j'ai évoqué les jeunes majeurs qui n'étaient pas vraiment encore. Mais est-ce que le mineur émancipé est un majeur aussi? Juridiquement, oui. Consciemment, non. Et d'ailleurs, la réflexion que j'ai faite tout à l'heure, on peut la reporter. Le très jeune majeur, oui, il a les droits de la majorité. Mais n'est-il pas psychologiquement dans la même situation que le très vieux mineur, en quelque sorte? Et donc, la barre de la majorité, ou la barre de la minorité, enfin, voyez-le dans le sens où l'on veut, c'est une barre qui est juridique, mais c'est une barre qui rend difficile à apprécier la question de la protection et de la sensibilité aux images, aux atteintes, qui sont l'objet même, la cause même des vulnérabilités. Puis quand on parle de mineurs, on a tendance un peu à oublier, ça fait peut-être un peu vieux jeu, mais on a des parents. Les parents, eh bien les parents, ils sont pas très présents
dans les dispositifs législatifs. Le sujet renvoie pourtant aux parents ou aux responsables légaux des mineurs qui sont concernés par leur activité en ligne. Mais la fonction parentale, elle est floutée. Elle est floutée par le périmètre de la vie privée des mineurs. Les mineurs ne sont pas exempts de toute vie privée. Ils ont d'ailleurs la majorité sexuelle n'est pas la majorité légale. Hein. Donc on sait bien qu'il y a bien une minorité qui est aussi une majorité et qui fait appel à la vie privée et qui renvoie directement à la vie privée du mineur. Alors, comment peut-on essayer d'apprécier cette protection des mineurs eh bien, cette protection des mineurs sur Internet? C'est le DSA, hein, je vais tout tâcher un peu vite, mais le DSA, le Digital Service Act, qui est aujourd'hui le règlement de 2022, qui énonce un certain nombre de contraintes. Je vais peut-être aller trop vite, alors, je sais pas si vous voulez, ouais. Qui énonce un certain nombre de contraintes liées précisément à la protection des mineurs. L'exposé des motifs du DSA énonce à cet effet que les fournisseurs de services intermédiaires qui s'adressent principalement aux mineurs. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre nous, puisque nous ne sommes pas mineurs, ayons un compte TikTok, par exemple. Donc TikTok, c'est bien, on est bien sur un service effectivement intermédiaire qui s'adresse principalement plutôt aux mineurs et qui sont utilisés de manière prédominante par les mineurs, devraient déployer des efforts particuliers pour rendre l'explication de leurs conditions générales aisément compréhensible par les mineurs. Donc il y a une obligation dans le DSA, qui est une obligation sur laquelle on va revenir, d'information et d'information avec un public qui n'y est pas formé. Expliquer à un public de moins de 18 ans ce que c'est que le droit d'information, au-delà de l'avoir dit tel que je viens de le dire, c'est pas suffisant. C'est pas tout ce que comporte l'information. Il faut qu'elle soit éclairée, il faut qu'elle soit complète, il faut qu'elle ait un certain nombre d'attributs qui la concernent. On va y revenir. L'article 28, qui est l'article du DSA qui concerne véritablement les mineurs. L'article 28 se contente d'encadrer les conditions d'accès aux services en ligne par les mineurs, mais il ne propose pas une réglementation systématique qui aurait pour effet de mettre à la charge des plateformes des obligations spécifiques. L'article 28, qu'est-ce qu'il dit? Il fait reposer la protection des mineurs sur des mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs sur leurs services. Bon, on voit déjà la limite. Tout cela repose, semble-t-il, sur les GAFAM, sur précisément les plateformes. D'autre part, il y a un principe de minimisation renforcée qui est prévu dans cet article, qui fait que le respect des obligations du DSA concernant la protection des mineurs n'impose pas aux fournisseurs de services de communication en ligne de collecter des données supplémentaires à celles qui sont nécessaires au service. Je pense qu'ils font absolument tout le contraire tout le temps, depuis le DSA, c'est-à-dire effectivement regarder, grâce au système algorithmique, on va en parler à un instant, parce que la loi française va changer là-dessus, en tout cas va responsabiliser là-dessus justement les éditeurs, grâce au traitement algorithmique, essayer de précisément influencer les mineurs. C'est quand même l'objet même de l'économie aujourd'hui des réseaux sociaux, de faire fonctionner les algorithmes qui permettent de proposer des contenus gratuits pour vendre quelque chose. Donc, quand même que des boîtes de publicité, quand même leur rappeler de ce point de vue. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. L'enjeu de la protection des mineurs est donc présente dans le DSA, mais peut-être pas suffisamment, en tout cas peut-être pas comme elle devrait le faire. Et la société en général, la société civile ne peut pas se satisfaire, même si le DSA va dans le bon sens, de ce que ce sont des multinationales américaine, et j'ai conscience que le disant ici sur le territoire, sur ce continent, c'est encore plus prégnant que lorsque je le dis en France, à des multinationales américaines ou chinoises de s'occuper prioritairement d'un autre objectif que celui pour lequel elles ont été créées. Hein. Donc, c'est donc à l'État en réalité d'intervenir. Peut-être que c'est un vieux ressort d'étatisme de publicistes français, mais de juristes publicistes français, mais c'est à l'État sans doute d'intervenir pour protéger les mineurs de leur vulnérabilité. Alors comment le faire? Eh bien, d'abord,
grâce à la régulation de la protection des mineurs en droit de l'Union. Alors, quand je dis l'État, c'est l'incompétence des États membres, donc c'est effectivement au champ de l'Union, mais pas seulement aussi. On va voir qu'il existe une réglementation en droit interne. Sur la question de la régulation de la protection des mineurs en droit de l'Union, il y a tout d'abord une formule qui laisse quand même assez dubitative. Je vous la livre telle qu'elle est écrite dans l'exposé des motifs du Digital Service Act. La protection des mineurs, restez bien assis, est un objectif stratégique important de l'Union. Objectif stratégique. Alors bon, objectif stratégique, le terme me paraît complètement hors de propos, mais dans l'exposé des motifs. Alors, soyons un peu plus compréhensifs pour la Commission européenne. Dans une commission de 2022, une communication de 2022 intitulée Une décennie numérique pour les enfants et les jeunes, la nouvelle stratégie européenne pour Internet mieux adaptée aux enfants, rien que ça, je suis sûr que quand on est européen, parfois, il faut prendre un peu de recul hein, pour essayer de comprendre ce qui est recherché. Eh bien, cette stratégie, c'est l'idée de protéger les mineurs en ligne dans leur environnement, et donc dans les environnements et en focalisant sur l'activité des éditeurs. Et donc, c'est la question précisément de la régulation des contenus. Alors la régulation des contenus accessibles aux mineurs, d'abord, on parlera de la régulation des données personnelles des mineurs ensuite. La régulation des contenus accessibles aux mineurs, c'est l'approche par risque pour justifier la régulation des contenus. L'approche par risque, pas l'approche effectivement par degré, hein, c'est l'approche par risque qui est plus pertinente parce qu'on parle de vulnérabilité, donc elle paraît a fortiori encore plus pertinente. On sait que les mineurs sont exposés à tous les risques énoncés dans le DSA, excepté le risque d'effets négatifs réels et prévisibles sur le processus démocratique. Les mineurs sont exposés à de nombreux risques, parmi lesquels, évidemment, l'exposition à des contenus illicites, à la pornographie, à la pédopornographie, au discours haineux, aux infractions pénales et à la poursuite notamment d'activités illégales telles que la vente et de produits ou services interdits par le droit de l'Union ou par le droit national. L'analyse par les risques cherche effectivement à maîtriser, à définir quelles sont les incidences réelles ou prévisibles du service sur l'exercice des droits fondamentaux, notamment les droits fondamentaux des mineurs. Et de ce point de vue, la recherche effectivement du DSA, c'est d'essayer d'apprécier comment on peut limiter les effets de seuil, si je puis dire, de l'application de la pratique des plateformes. Je me demande si j'ai encore beaucoup de temps. Je pense que je... Il reste une quinzaine de minutes. Ça va, on est bien alors. Merci. Donc, on est bon, ça va. On sait que le DSA prévoit la possibilité de droit souple, utilisé donc utilisé par les régulateurs pour les plateformes. Et il y a véritablement un certain nombre de contraintes. Alors, je vais aller assez vite, hein, mais je vous renvoie à l'article qui sera publié sur le sujet, sur la base de la conférence. Il y a des obligations de plateforme à l'égard des mineurs et la vérification de l'âge numérique. Deuxième point, l'accélération du coup, c'est la question de la régulation des données personnelles par les mineurs. Cette régulation, elle n'est pas faite par le DSA, elle est faite par le RGPD évidemment. Le régime du RGPD s'est articulé, ça articule celui du DSA qui en reprend les principaux éléments. On peut voir une certaine analogie de sorte que effectivement les causes sont les mêmes, hein, l'incapacité juridique du mineur à protéger ses données personnelles, la question de la collecte incessante hein, des données personnelles par les mineurs, et en matière de protection des droits, on est focalisé sur une extension de la portée des droits liés à la protection des données personnelles en ce qui concerne les mineurs. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit évidemment un droit au consentement, et le droit au consentement suppose la majorité à 16 ans ici, en matière de collecte et de traitement de données personnelles, avec des dispositifs de vérification d'âge, une interdiction aux mineurs de 13 ans de collecte de données personnelles, sauf évidemment
Si notamment il y a un intérêt public prépondérant, on pense à l'école par exemple, c'est un intérêt qui justifie la collecte des données personnelles des mineurs. On a aussi un droit à une information qui est adaptée, mais ce droit à l'information a pour but d'informer les mineurs de leurs droits, mais de manière adaptée à leur âge et à leur niveau de maturité, en évitant tout ce qui relève du champ des dark patterns, qui aurait pour but de les tromper sur les services auxquels ils auraient droit et donc d'avoir une confusion sur l'exercice de leurs droits fondamentaux, puisque le dark pattern exploite véritablement les vulnérabilités cognitives des mineurs. Bon, ces droits, néanmoins, ces deux premiers droits posent une difficulté, c'est qu'en réalité, ces droits ne garantissent pas la protection de la vie privée des mineurs. C'est les parents qui les exercent, hein, soyons clairs, en réalité. Et donc, le règlement va un peu plus loin pour des droits des mineurs, notamment avec un droit vers un droit de l'information un peu émancipé pour les mineurs, avec un droit spécial d'opposition à l'information aux parents dans certaines matières, notamment s'il s'agit de données de droits de santé, par exemple. Hein, les parents ne seront pas informés de données relatives aux préventions, dépistage, diagnostic que pourrait subir un mineur. On pense évidemment à la situation des jeunes filles qui subiraient une interruption volontaire de grossesse pour laquelle ne souhaiteraient pas que les parents soient informés. Ce n'est pas que ce cas, mais c'est celui qui vient à l'esprit la plupart du temps. Et une obligation d'information renforcée sur les réseaux sociaux, puisque pour que le mineur comprenne, la réponse que j'évoquais tout à l'heure à la question comment on informe un mineur des droits qui sont les siens, eh bien, il faut que l'information soit claire et adaptée sur les conditions d'utilisation de ces données et de ces droits garantis par la loi informatique et liberté. Une fois qu'on a dit ça, il faut prendre chaque réseau l'un après l'autre, chaque fournisseur de services de réseaux sociaux pour voir effectivement comment il met en œuvre cette obligation. Et puis, pour terminer sur ce sujet-là, il y a un droit à l'oubli renforcé pour les mineurs, puisque l'économie du système fait que le mineur peut faire disparaître toutes les données, le mineur du majeur, pardon, peut faire disparaître toutes les données concernant sa minorité lorsqu'il devient majeur. Et donc là, on a un droit qui est très fort, qui lui permet, qui est renforcé, et qui lui permet donc, dans un délai qui est assez court, hein, il est plus court que les demandes de traitement des données, de suppression des données pour un majeur, par exemple, hein, parce qu'on passe à 1 mois ici, 3 mois. Donc on a effectivement une accélération qui permet de protéger la vie privée du mineur. L'émergence d'une réglementation de la protection des mineurs en droit interne et pas seulement en droit de l'Union européenne, ce sont d'abord des dispositions de droit interne qui s'ajoutent aux droits de l'Union européenne avec le cadre d'exigences nationales supplémentaires, le DSA. Le DSA permet d'en rajouter, en quelque sorte. Alors, les européanistes, les juristes européanistes sont toujours un peu vent debout en disant que oui, c'est quoi ces règlements dans lesquels on peut ajouter, on peut mettre en plus au niveau national, comme le RGPD avec ses marges de manœuvre. Et là, le DSA permet la même chose. Il y a des exigences nationales supplémentaires qui peuvent être prévues, qui sont prévues d'ailleurs dans le dispositif du règlement, qui permettent aux États membres d'ajouter. Et en France, c'est ce qu'on a fait. La loi du 17 juillet 2023 qui a fixé, alors elle a été en partie retoquée finalement, elle est partie incompatible avec les dispositions européennes sur la majorité numérique à 15 ans. On a la loi sur la régulation, la sécurité, SREN, sécurité et régulation de l'espace numérique 2004, qui prévoit dans son titre premier la protection des mineurs en ligne et qui comporte 2 séries de dispositions. D'une part, des dispositions qui renforcent les pouvoirs de l'autorité de régulation des communications audiovisuelles et numériques et qui lui permettent de renforcer des pouvoirs en matière de protection de la vie privée en ligne des mineurs. Alors, l'ARCOM, l'autorité, établit un référentiel, établit aussi des lignes directrices qui contraignent les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne à un certain nombre de contraintes, comme notamment mettre en œuvre des systèmes de vérification d'âge, moyennant des sanctions, hein, pour aller plus vite, qui vont de la sanction financière au blocage. Ça n'a pas été encore mis en œuvre pour tous les services, mais on a eu le cas, notamment l'été dernier, d'un des services qui a été concerné, compte tenu d'informations, enfin, c'est pas le printemps dernier, pardon, un service qui permettait la relation entre
des mineurs et des prédateurs sexuels. Donc, effectivement, ça a été fermé sur la base de ces dispositions. De la même manière, on a un dispositif de pénalisation du défaut d'exécution en moins de 24 heures d'une demande de l'autorité administrative de retrait de tout contenu présentant un caractère pédopornographique, avec, c'est vrai, un dispositif aussi juridictionnel qui permet de contester la décision de l'Arcom devant le tribunal administratif. On a un troisième dispositif, un deuxième dispositif, pardon, qui est la qualification, j'en parlais tout à l'heure, d'éditeur, reconnu aux fournisseurs. Non, pardon, je suis déjà passé au point d'après. Troisième dispositif, c'est celui qui est en cours, la proposition de loi du 18 novembre 2025 visant à protéger les mineurs contre les risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. Alors, deux mots quand même sur ce texte, qui devait comporter 7 articles dans la proposition de loi déposée par les députés, qui en réalité en comporte un peu plus aujourd'hui. Alors, je dis un peu plus parce que le texte n'a pas été adopté, mais on est en bonne voie, contrairement aux textes que j'évoquais tout à l'heure, qui resteront dans les limbes, dans les cartons de l'Assemblée nationale du Sénat. Celui-là devrait arriver au bout du dispositif, du schéma de l'itinéraire législatif, puisqu'il a été voté en première lecture par chaque assemblée. Il est en deuxième lecture désormais devant l'Assemblée nationale. Donc c'est bon signe, ça devrait le faire. Et cet article, cette loi, pardon, cette future loi, elle a 3 dispositifs qui visent à protéger les mineurs des risques. La première dispositif, c'est celui qui est inspiré du précédent australien, c'est celui de l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de 15 ans et l'instauration d'un couvre-feu numérique aux mineurs âgés de 15 à 18 ans. En Australie, c'est l'interdiction aux mineurs de 16 ans. Donc là, on va un peu plus loin pour une législation nationale. L'Espagne a déjà d'ailleurs embrayé en disant qu'elle allait adopter, qu'elle avait l'intention d'adopter un texte qui était comparable. Alors, bon, on pourrait parler de dispositifs, je répondrai à vos questions si vous voulez tout à l'heure, mais c'est très bien, c'est très vertueux. Après, la question, c'est comment? C'est un dispositif, sur le papier, on est vraiment en situation de lutter contre les vulnérabilités numériques liées à la jeunesse. Il n'y a pas de difficulté. En réalité, il va falloir supprimer les téléphones, vérifier les couvre-feux, supprimer les VPN. On voit bien déjà la vacuité de l'entreprise. Et évidemment, s'assurer que les parents ne soient pas complices des échanges qu'ils peuvent avoir entre le petit copain et la petite copine. Ils ont 15 ans et demi, passé 22 heures. Donc, en réalité, ce texte, bon, en même temps, si la vertu n'est pas retransmise dans la loi, il ne se passe rien, on est bien d'accord, mais ce texte présente des insuffisances, mais c'est déjà un premier point. Une deuxième chose de ce texte qui est intéressante, c'est la qualification d'éditeur reconnu aux fournisseurs de réseaux sociaux en ligne utilisant un algorithme de recommandation. Je le disais tout à l'heure, c'est le business des plateformes que de proposer des contenus grâce à nos algorithmes de recommandation. Il s'agit ici de basculer, parce que là, le juge l'a fait, de basculer d'un régime d'hébergeur à un régime d'éditeur, et donc de permettre une pleine et entière responsabilité des plateformes pour la partie de services recommandation en ligne, liée à un algorithme. Et ça, c'est nouveau. Et ça, je pense que c'est finalement peut-être plus fort que le premier point de la loi, si elle est adoptée, parce que cela mettra directement des obligations à la charge des plateformes, au risque, effectivement, de voir engager leur responsabilité en qualité d'éditeur. Quant au troisième dispositif, c'est un dispositif de protection contre l'influence commerciale. Les fameux influenceurs dont c'est l'économie et dont on entend parler constamment de notre côté de l'Atlantique, mais je ne doute pas que les mêmes phénomènes produisent les mêmes effets ailleurs, ici notamment, ce texte prévoit qu'effectivement, il y aura une mention qui sera imposée aux plateformes en ligne de produits dangereux pour les moins de 15 ans, mention claire, lisible et identifiable sur l'image et sur la vidéo, sur tous les formats, et pendant toute la promotion commerciale. Donc, on aura visuellement quelque chose. Alors évidemment, comment ça va être imposé, eh bien ça va être encore une autre histoire. Pour terminer, et j'en aurai vraiment terminé mes propos, il y a des dispositions de droit interne qui sont prises désormais hors de la compétence de l'Union européenne et qui protègent les vulnérabilités des mineurs. On pense à des dispositifs qui sont assez récents, depuis 2018, qui permettent
l'élaboration du délit de cyberharcèlement, qui n'existait pas avant 2018, qui donc est entré dans la loi. Ce délit de cyberharcèlement, donc, a pour but effectivement de donner une réponse, hein, à tous ces cyberharcèlements de la jeunesse. Alors, une réponse plus efficace que ce qui se passait avant, c'est-à-dire ce qui se passait avant, c'était d'attaquer pour diffamation. On imagine bien que les mineurs ne vont pas attaquer pour diffamation. Et puis les infractions, les peines en matière de diffamation sont des peines d'amende en droit français, donc c'est pas très dissuasif, hein, quand même, il faut bien le dire, sur les réseaux sociaux en tout cas. D'injures, j'en parle pas, les infractions sont encore moins pénalement sanctionnées, donc c'est pas très très dissuasif, il faut bien le dire. On pouvait passer par d'autres infractions, mais notamment des questions d'outrage, mais la condamnation a vraiment réduit l'outrage qui est, elle, dans le code pénal, mais donc, c'est pas une situation qui est efficiente. Donc, il fallait que ce délit de cyberharcèlement, sur la base du délit de harcèlement, soit donc inséré dans le code pénal. Mais ce délit de cyberharcèlement présente des limites. Présente des limites. Les limites, c'est que, là encore, les infractions, mettez vite à un mineur, vous risquez de la prison pour avoir écrit quelque chose sur un réseau social. Bah, c'est pas dissuasif en fait. Ça serait dissuasif pour les gens sans doute de notre génération, mais pas pour un mineur. Donc le législateur a pris acte de cette insuffisance et en 2022, il a créé le délit de cyberharcèlement scolaire, parce qu'il est beaucoup plus adapté, d'abord contextuellement, beaucoup plus adapté au cadre de cyberharcèlement dont les mineurs sont l'objet, font l'objet aussi bien, et ça on le sait parce qu'il y a des études qui ont été faites, aussi bien en tant que victime que alternativement en tant qu'auteur de l'infraction. Malheureusement, c'est souvent un cercle pas du tout vertueux qui fait que ce sont souvent les mêmes qui sont, pas toujours, hein, mais qui sont concernés avec des cyberharcèlements scolaires ou pas scolaires d'ailleurs, qui ont pris des formes différentes, le harcèlement de meute, parce que c'est l'autre expression qu'on utilise pour parler de cyberharcèlement, mais tout ce qui relève du champ du revenge porn et autres, hein, qui sont effectivement qui sont largement développés par le biais des réseaux sociaux. Le délit de cyberharcèlement, je disais, il a permis d'avancer un petit peu et d'être plus dissuasif pour les jeunes. Pourquoi? Parce que le délit comporte, outre la répression à titre principal dans des conditions comparables au délit de cyberharcèlement ordinaire, il comporte des infractions supplémentaires, des peines complémentaires qui, elles, paraissent dissuasives. La première des peines qui est dissuasive, alors un peu, c'est la confiscation du téléphone portable. Bon, un peu dissuasive, pas trop, hein, mais quand même, c'est mieux. Le deuxième, par contre, est un peu plus dissuasive, c'est la fermeture du compte. Alors, là encore, c'est pas la panacée, hein, mais la fermeture du compte, c'est quand même une solution qui, surtout lorsque les comptes sont très identitaires, donc sur les réseaux sociaux, c'est une sanction complémentaire qui peut présenter un effet, c'est la peine complémentaire de bannissement des réseaux sociaux. Alors, le cyberharcèlement aussi scolaire permet de développer encore de nouvelles répressions, puisque cette infraction a permis ensuite au législateur, en 2024, je ne l'ai pas mis, j'ai oublié de le mettre pris par le temps un instant, enfin je l'avais pourtant, mais bon, j'ai simplement oublié de le mettre, l'infraction liée au deepfake et notamment au deepfake sexuel, qui permet, là encore, de sanctionner, de réprimer les comportements liés donc aux atteintes aux vulnérabilités des mineurs. Alors j'en ai terminé enfin, peut-être certains diront vous. Devant ce panorama très contrasté, un peu complexe, il faut dire quand on rentre dans le détail, je ne suis pas rentré dans le détail de tous les dispositifs évidemment, mais un peu complexe, et qui montre que finalement les réponses aux vulnérabilités, elles ne sont pas univoques, je crois que tout le monde l'aura bien compris, parce que les vulnérabilités ne sont pas elles-mêmes univoques. Et donc tout ce qu'on peut espérer, c'est que la loi ne refera pas tout, ou le règlement européen ne fera pas tout, ni ici, enfin pour le règlement européen, c'est sûr pas ici, mais ni de chaque côté de l'Atlantique, ni encore ailleurs. Il faut juste une bonne volonté. C'est un outil d'entraînement, véritablement peut-être plus qu'ailleurs encore, un outil d'entraînement pour lutter contre les vulnérabilités. Voilà, je vous remercie pour votre attention.